Live de confinement. Et c'est le dernier de l'année, puisqu'on revient pour le prochain au mois de janvier. Et ce soir, on va consacrer ce rendez-vous à l'économie sociale et solidaire, à l'ESS. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier vivement nos deux invités du jour qui vont nous apporter leurs idées, leurs points de vue, leurs analyses pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'ESS, son sens, sa vitalité, son actualité, son utilité. Tout d'abord, Sylvie Mayer, bonsoir, chercheuse en biologie marine et qui est ancienne députée européenne et puis conseillère régionale et qui est aussi responsable de la commission économie sociale et solidaire du Parti communiste français et à ce titre qui a coordonné la rédaction du manifeste pour une conception communiste de l'ESS sur lequel on aura l'occasion de revenir et voilà qu'elle va nous montrer aussi au cours de la soirée. Et Aurélien Dénès, bonsoir, formateur qui est mandataire de plusieurs SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, conseiller municipal à Malakoff, membre du Conseil national des tiers-lieux, qui se définit lui-même comme facilitateur de projets collectifs. Pareil, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, je vous remercie d'être là ce soir avec nous. C'est effectivement un sujet d'actualité en pleine crise pandémique. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'ESS pour savoir si ça pouvait être un atout, un outil pour ce jour d'après démocratique, social, écologique. La crise a révélé un peu les impasses du système libéral et le délabrement de l'État aggravé par les politiques des gouvernements successifs depuis près de 20 ans. Elle a été marquée par des expressions de nombreuses aspirations à un jour d'après qui suppose une transformation profonde des modèles économiques, sociaux, écologiques. Mais aussi par la vivacité des débats sur l'exigence de services publics refondés. Et dans ce contexte, l'ESS a fait l'objet d'une attention particulière parce qu'elle est dans ses principes du côté de la démocratie, de la responsabilité, de la solidarité, une économie de personnes et non de capitaux, ancrée dans les territoires. Et pour autant, elle a un domaine complexe avec une histoire et une actualité faite de contradictions, avec une image également hétérogène, y compris dans les mouvements, dans les partis de gauche, dans les syndicats. Donc, c'est un peu tout ça qui nous questionne et qu'on va questionner ce soir. Et peut-être avant d'entrer dans le plus loin dans le vif du sujet, j'avais envie de vous poser une première question un peu de but en blanc. En une phrase, pour vous, l'ESS, c'est quoi? Alors, Sylvie Mayer, pour commencer. Oui, en une phrase, c'est compliqué quand même, hein. Alors, si on veut qu'une phrase, on va prendre le statut, à savoir que dans l'ESS, selon la loi de 2014, la loi dite loi Hamon, eh bien, il y a les SCOP, enfin, toutes les sociétés coopératives dans lesquelles une personne égale une voix, les associations, les fondations, et je crois que j'oublie personne, parce que dans les coopératives, après, on peut dérouler, ça va depuis les petites SCOP ou les petites SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, jusqu'aux grandes coopératives bancaires comme le Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole. Ça, c'est le côté statutaire. Mais après, tu as commencé à parler de valeurs, alors on pourra y revenir. Merci Sylvie. Aurélien, en une phrase, pour pas dire en un mot, en une phrase. Oui, bonjour à tous. C'est en effet assez compliqué. Moi, j'ai retenu plutôt l'idée que l'ESS, c'était aussi ce qui permettait de lier plus fortement l'économique, le social, le culturel et le politique, et de penser des organisations collectives qui sont des organisations politiques fondamentalement, qui revendiquent cette essence politique. Et je rajouterais aussi qu'ils le font à la bonne échelle. Il y a souvent une question d'échelle qui est un débat assez récurrent dans le milieu de l'ESS, et avec toujours cette méthodologie démocratique et de coopération, que ce soit dans n'importe quelle organisation de l'ESS, on est supposé être sur cette méthodologie-là.
Merci. Donc, on a eu une définition statutaire qui est particulièrement importante et on va avoir l'occasion d'y revenir, et une définition avec un parti pris politique et social de citoyens aussi. On aura l'occasion de le creuser, mais on voit bien à travers un peu ces deux définitions poindre l'objet un peu du débat qu'on souhaite creuser ce soir, qui est pour nous fondamental. Qu'on pourrait, alors, très schématiquement, résumer par l'ESS quand on en parle. Est-ce que c'est un outil de transformation sociale ou est-ce que c'est une forme de nouveau gadget un peu pour le système? Autrement dit, l'ESS, est-ce qu'elle a pour but d'opérer une véritable révolution systémique ou bien de venir en complément, de combler les manques du modèle actuel capitaliste, libéral, et qui aujourd'hui a montré bien des limites? Et bon, pour parvenir un peu à creuser tout ce débat, je vais faire un bref rappel historique sur lequel, évidemment, vous pourrez revenir, enrichir et compléter, et qu'on fera d'ailleurs tout au long de la soirée. Pour dire rapidement que l'ESS repose un peu sur deux socles, hein. L'économie sociale, qui est apparue notamment particulièrement au XIXe siècle, avec le choc des révolutions industrielles, des mouvements qui se sont créés, un peu d'utopisme, socialisme, qui portaient des visions alternatives à la structuration de l'économie capitaliste comme elle se construisait, et avec des pratiques nouvelles de partage. Donc c'était un peu la rencontre de la pensée et de la pratique pour créer l'activité collective pour répondre à des besoins communs. Donc c'est un peu le moment, à ce moment-là, de formation des coopératives ouvrières de production, les fameuses SCOP, qui aujourd'hui ont un peu évolué, on aura l'occasion d'y revenir, nombreuses dans les métiers notamment de l'artisanat et de l'industrie. Et puis plus tard, la structuration du mouvement mutualiste avec la charte mutualiste, et puis celle du monde associatif, et on retrouve là la définition statutaire que donnait Sylvie à travers la loi de 1901. Et puis d'un autre côté, le développement un peu des acteurs de l'économie solidaire, notamment au cours du XXe siècle, qui ont ouvert de nouvelles voies en essayant de chercher à travers les activités économiques solidaires en direction des publics vulnérables, de territoires délaissés, et donc sur un mode où les profils de ces acteurs qui se diversifient: associations, entreprises d'insertion, entreprises adaptées, les entrepreneurs sociaux, etc. Donc tous ces courants-là. Et puis politiquement, l'ESS, pour être encore rapide et le faire un peu à la serpe, c'est un domaine politique qui a connu une évolution un peu constante, d'abord constitué un peu empiriquement. Le régime juridique s'est un peu progressivement reconnu, défini. Il y a eu la loi de 47 sur les coopératives, et puis il y a eu une loi en 2001 qui est venue un peu compléter, et puis la fameuse loi Hamon, sur laquelle je vous propose qu'on s'arrête, parce que je crois qu'elle est un peu importante dans le débat, qui est un peu l'aboutissement de cette définition politique, juridique. Et j'ai envie de vous lire très rapidement l'exposé des motifs, parce que le cadre qui est donné dans l'exposé des motifs, qui n'est pas la loi, mais qui est quand même le principe politique, est assez intéressant. On y lit notamment: la crise économique a conduit depuis 2008 à une prise de conscience généralisée de la nécessité de transformer durablement notre système économique. Un mouvement de fond prend forme dans les pays développés comme au sein des économies émergentes, parmi les citoyens, les responsables publics, les chefs d'entreprise, les économistes, en faveur d'un dépassement du modèle économique classique fondé sur la maximisation des profits. Et plus loin, dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire se définit comme un mode d'entreprendre apportant une réponse à ces préoccupations. Donc on parle quand même assez clairement dans cet exposé des motifs d'un dépassement du modèle. Donc un peu la première question pour vous: cette loi, est-ce que c'est un aboutissement ou un levier pour un développement futur? Est-ce qu'elle est claire, utile pour les entreprises, pour les acteurs, pour la population, ou est-ce qu'elle a des manques, des limites? Est-ce qu'il y a même des risques? Voilà, et je vais donner la parole à Sylvie Mayer pour commencer sur cette loi Hamon, un peu pour avoir un avis sur sa portée, son contenu, et aujourd'hui peut-être son actualité.
Oui, d'abord pour approuver le fait qu'on parle de projet politique, comme Aurélien l'a fait. Et d'ailleurs, le 4 décembre, quand nous avons réuni une quinzaine de grands acteurs, je dirais, de l'économie sociale et solidaire, la moitié d'entre eux a constaté que notre document, le manifeste pour une conception communiste de l'ESS, mettait au cœur de l'ouvrage cette idée que l'ESS est un projet politique. Donc c'est bien qu'Aurélien l'ait rappelé. Ensuite, outils de transformation sociale, ben justement, d'après la définition que tu viens de donner, enfin l'exposé des motifs de la loi de 2014, on voit qu'effectivement, il y a cette idée de besoin de transformation politique et que la loi va apporter des éléments pour cette transformation. Alors, en même temps, la loi a apporté effectivement un certain nombre de possibilités, d'outils nouveaux, et puis à côté de ça, elle a aussi mis des limites et elle a introduit des idées nouvelles qui ne sont pas vraiment favorables à une façon d'entreprendre autrement. Si ce n'est que certains peuvent s'en servir pour dire nous on entreprend autrement et donc on peut être considéré comme étant dans l'économie sociale et solidaire. Je pense par exemple au fait que Danone aujourd'hui se dit un entrepreneur social, solidaire, environnemental. Ça donne tout de suite, c'est pas la peine d'aller plus loin. On voit là où la loi a permis d'aller. La loi, elle a eu aussi des limites. Au moment où la loi se préparait, nous avons beaucoup travaillé avec le Parti communiste et aussi avec Agir pour une économie équitable, AP2E, pour obtenir que soit inclus dans la loi ce qui s'appelle le droit de préemption pour les salariés, de pouvoir acheter leur entreprise en cas de vente de celle-ci pour en faire une société coopérative. On a d'ailleurs eu des soutiens importants puisqu'à l'époque, il y avait un conseil national des sociétés coopératives et ce conseil national avait voté une motion à l'unanimité soutenant notre projet de droit de préemption. Malheureusement, la loi ne l'a pas pris et Hamon n'a pas voulu la prendre en compte. Ce projet n'a pas voulu prendre en compte l'idée de droit de préemption, arguant du fait que ce serait rejeté par le Conseil constitutionnel comme contre la propriété privée. En réalité, à partir du moment où un entrepreneur vend son entreprise avec un prix, si les salariés veulent la racheter, comment peut-on parler d'atteinte à la propriété? Ils n'ont fait que accepter et le propriétaire accepte aussi de son côté. Mais en réalité, là-dessus, ça a été vraiment un niet, et on peut dire que ça a été un niet des deux ministres Sapin et Moscovici, qui n'ont pas accepté cela. Pourtant, dans la loi, on trouve la possibilité, il y a une faille qui permet que un coopérateur tel que Leclerc, puisque les magasins Leclerc, ce sont des magasins coopératifs, eh bien, ils ont pu décider, grâce à la loi, que si l'un d'entre eux voulait vendre son entreprise, il ne pouvait la vendre qu'à un autre Leclerc. Donc là, il y avait quelque part atteinte à la propriété, il y a une certaine contradiction. Mais cela dit, il y a dans cette loi un certain nombre de choses qui sont tout à fait positives. Par exemple, sur la vie associative, peut-être Aurélien pourra préciser un certain nombre de choses. Sur la reconnaissance de la vie associative et des subventions qui permettaient que les élus ne se sentent pas obligés de faire des appels d'offres. Malgré ça, beaucoup font des appels d'offres aujourd'hui et la vie associative s'en ressent beaucoup puisque au lieu d'avoir des subventions pour faire leur vie associative telle qu'ils veulent la faire avec leur créativité, eh bien, ils sont obligés de répondre à des appels d'offres pour pouvoir obtenir de l'argent pour faire des choses et donc ce qui les oriente forcément vers cela. Bon, je pense que
L'ESS, de ce point de vue-là, est un outil de transformation sociale, dans la mesure où il a comme valeur d'abord la démocratie, avec une personne égale une voix dans l'institution dans laquelle il est, dans l'entreprise, donc avec la démocratie, avec toutes ces valeurs qui ressemblent fort à tout ce qu'il faut pour faire du développement durable, l'égalité homme-femme, qui n'est pas encore complètement la loi, je dirais, dans les associations et surtout dans les entreprises. Je pense par exemple aux mutuelles ou aux banques, où les femmes n'atteignent pas les sommets, il y a toujours un plafond de verre, mais il y a toute une série de valeurs qui ressemblent fort à toutes les valeurs que le Parti communiste veut mettre en œuvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons dit qu'il y avait dans l'ESS du communisme déjà là. Merci Sylvie. En t'écoutant, on s'aperçoit qu'effectivement, on trouve Danone, Leclerc, on trouve un certain nombre de choses comme ça dans cette loi Hamon. On a l'impression, pour un bout, c'est une loi très ouverte, on va dire, très inclusive, et peut-être trop dans certains aspects des choses. Aurélien, peut-être pour enrichir le débat sur cette question, sur cette loi Hamon, finalement, est-ce que la détermination des critères pour appartenir à l'économie sociale et solidaire pour être reconnue entreprise relevant de l'ESS, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est trop large, trop laxe? Et peut-être aussi sur les associations, puisqu'on l'a entendu, on sait que c'est un débat, certains mouvements disant qu'il ne fallait pas que les associations soient rattachées à l'ESS parce qu'il fallait qu'elles conservent leur statut lié à la loi de 1901, de non-lucrativité, leur particularisme associatif qui est très marqué en France. Si tu peux nous en dire peut-être quelque chose là-dessus. Oui, gros débat en effet. Ce que je retiens pour le coup de la loi Hamon, parce qu'il y a aussi, comme le disait Sylvie, des choses assez positives. En effet, démarrons par le positif, c'est aussi ça a tenté quelque chose au niveau des territoires. C'était les PTCE, en tout cas, de favoriser les coopérations territoriales. Ça n'a pas duré très longtemps en termes de financement, mais il y avait déjà l'amorçage aussi d'une ouverture sur des pôles de coopération territoriaux qui permettaient de lier les acteurs les uns aux autres. Et on parlera certainement de public-privé, mais en tout cas, il y avait quelque chose d'assez intéressant qui d'ailleurs est en train d'être repris actuellement par le secrétariat d'État à l'ESS. Ça a sécurisé aussi beaucoup le cadre des coopératives d'activité et d'emploi. Et s'il y a quelque chose qui, à mon sens, dans ma propre perception de l'ESS, est fondamental dans cette loi, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cadre juridique pour les coopératives d'activité et d'emploi, pour l'entrepreneuriat salarié associé, le travail autonome. Et donc, ça a pu créer un cadre protecteur et il commençait à y avoir quelques procès de gérants de CAE qui défendaient vraiment le travail autonome et qui n'arrivaient pas à l'exprimer face à des tribunaux. Et là, enfin, c'était possible. Et pour les coopératives d'intérêt collectif, donc j'imagine qu'on en reparlera aussi, il y a eu pas mal d'ouvertures, dont la possibilité pour les collectivités d'investir jusqu'à 50% du capital de la coopérative, donc une ouverture encore plus forte vers le lien entre la puissance publique et les coopératives, principalement les coopératives d'intérêt collectif. Mais comme tu le disais, il y a un vrai sujet sur l'ouverture large de l'ESS, puisque quand on est dans une perception de l'ESS, de la démocratie, de l'éducation populaire, de l'ouverture en effet sur les territoires, sur les usagers, sur les travailleurs, c'est sûr qu'on voit forcément d'un mauvais œil cet entrepreneuriat social. Ce que ça a théorisé beaucoup, c'était le fait qu'il y avait tout type de structures qui pouvaient répondre à des problèmes sociaux, à des problèmes territoriaux. Et ce que nous, on défendait beaucoup, et j'ai pas mal été présent dans le mouvement coopératif après cette loi, c'était une utilité sociale aussi par un processus démocratique qui n'a rien à voir, qui n'est pas seulement de l'économie de la réparation, qui est aussi un processus transformateur par le collectif,
de faire collectif, de ce qui permet fondamentalement après de faire société et d'avoir ce mouvement en effet plus vers les coopératives et vers les structures qui s'organisent de cette façon-là. Il y avait aussi un autre sujet, et ça me tient à cœur, sur le passage à échelle, cette fameuse mention qui revenait un peu partout. Aujourd'hui, c'est l'impact, et avant, c'était le passage à l'échelle. Et le passage à l'échelle, moi, je trouve que l'ESS en meurt un peu, et l'entrepreneuriat social en est un peu le symbole. Le fait d'avoir constamment l'obligation d'aller sur des grosses structures, de redevoir centraliser, de redevoir mettre des silos et une distance vis-à-vis du territoire. Et donc ça a été aussi plutôt assez négatif. Et dernier point, c'est le choc coopératif. Il nous promettait le choc coopératif, cette loi. Et au final, ça a été un peu le cas pour les SIC, donc les coopératives d'intérêt collectif, qui ont pu vraiment se développer par un cadre un peu moins rigide. Ça n'a pas vraiment été le cas pour les autres types de coopératives de rang 1, c'est-à-dire pas les coopératives d'entreprise, mais les coopératives de travailleurs et les coopératives d'intérêt collectif. Donc voilà, donc ça a sécurisé, mais ça n'a pas forcément été le choc de l'ESS qui était envisagé. Merci à vous. Et justement, j'ai entendu le mot impact, le mot choc. On sait depuis 2 ans que le gouvernement nouveau donc a lancé le French Impact, qui est censé être le nouveau mouvement de l'essor de l'ESS. Et on a l'impression que dans ce que vous avez pu dire, à la fois des apports mais des limites de cette loi, French Impact, ça sonne quand même un peu Startup Nation. Et on a un peu ce sentiment que ce que tu disais, Aurélien, sur l'utilité sociale, qui était une ouverture de la loi, mais dans lesquelles un certain nombre d'entreprises proprement privées pouvaient s'engouffrer et auxquelles un certain nombre d'acteurs préféraient ce dont tu parlais comme démocratique. C'est-à-dire que véritablement, c'est pas juste dire qu'on a un certain nombre d'actions qui ont une petite forme d'utilité sociale, mais qui a une profondeur, y compris dans la structuration même de la société, dans le partage du pouvoir, des décisions, etc. Là, on a le sentiment, avec le French Impact lancé par le gouvernement, qu'on s'en éloigne très fort. Alors, cette loi, elle a des bons côtés, elle a des côtés un peu négatifs, mais surtout, quel est son avenir aujourd'hui? On peut s'interroger sur ça. Sylvie, par exemple, est-ce qu'il y a des questionnements sur l'avenir de cette loi et donc un peu de la définition, de la détermination de l'ESS? Alors, sur le French Impact, effectivement, il vient d'y avoir une initiative de la part de la COP des communs, dans laquelle s'est exprimé le secrétariat d'État à l'ESS. Il a commencé par vanter la loi Pacte, et la loi Pacte, elle renforce la possibilité pour les entreprises à but lucratif, dites à mission, c'est-à-dire qui ont une certaine utilité sociale, de participer à l'ESS. Et elle l'a présenté comme l'outil principal de développement de l'ESS. Bon, ça c'est l'affirmation, mais ensuite, quand on regarde ce qui se passe, en réalité, il y a énormément de développement de l'économie sociale, notamment avec les entreprises SIC et CAE, les CAE remplaçant largement l'auto-entrepreneuriat, ou les startups d'ailleurs. Et on voit que, par exemple, aujourd'hui, se développe dans les professions qui sont à mission, enfin pas à mission, les professions régulées comme les comptables ou les avocats, eh bien, se développent des coopératives de comptabilité ou des coopératives des cabinets d'avocats en scope. Par ailleurs, il y a aussi tout le développement des plateformes qui se battent contre l'ubérisation. On connaît bien, peut-être que tout le monde ne connaît pas, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, il faut parler avec eux, mais CoopCycle, qui se bat contre Deliveroo et qui se développe dans toute la France et au-delà, puisque maintenant il y a un réseau européen qui se développe, en particulier avec la Belgique et l'Espagne, je crois. On voit qu'il y a des développements malgré ce frein qui est apporté en disant mais
vous n'êtes pas seul, il y en a d'autres, et c'est beaucoup à eux d'ailleurs qu'on va donner de l'argent. J'ai d'ailleurs, je voulais vous donner les chiffres là, parce que je les ai marqués pour vous. Sur si 1 milliard d'euros du plan de relance seront ciblés vers certains aspects de l'ESS, il y aura 3 milliards pour des appels à projets où l'ESS pourra candidater sur le recyclage, l'agroécologie, les tiers-lieux, 3 fois plus pour des appels d'offres où l'ESS va avoir à rivaliser en moins-disante avec des acteurs du privé et sur des projets cadrés. Je me souviens quand il y a eu le grand emprunt de 100 millions où il y avait 1 million pour l'ESS. L'ESS, aujourd'hui, on dit que ça représente environ 10% du PIB. Moi, je crois que c'est plutôt 15 ou 16% que 10%, d'après mes calculs. Ben, 10%, ça aurait fait 10 et non pas 1. Et là, c'est la même chose. Sur 100 milliards, on a droit à 1 milliard, ça fait 1%, ça ne fait pas 10%. Donc, il n'y a pas une véritable volonté de développement. Et pourtant, ça se développe parce que bien, beaucoup de gens, et notamment des jeunes, considèrent que être dans une entreprise qui a du sens, dans laquelle on a son mot à dire, par exemple les CAE, moi j'insiste beaucoup auprès des jeunes qui veulent être auto-entrepreneurs en leur disant allez plutôt dans une CAE, vous serez en même temps salarié, protégé, et en même temps vous pourrez être sociétaire et donc avoir votre mot à dire sur la marge de l'entreprise. Vous serez autonome, indépendant sur le plan de votre propre travail et de votre créativité, mais par contre, vous aurez votre mot à dire sur l'entreprise qui, en quelque sorte, vous emploie comme salarié. Merci Sylvie. Aurélien, le French Impact, est-ce que ça t'inquiète? Alors toi, en tant qu'acteur, il y a eu un premier appel à projet, il y a une dizaine d'acteurs de mémoire, une quinzaine d'acteurs qui ont été sélectionnés, parmi lesquels on trouvait quand même et des associations et des acteurs qui ressemblaient plus à des startups. On sentait déjà là un biais. Aujourd'hui, ce biais, il est encouragé. Sylvie a très justement parlé de la loi Pacte et de cette ouverture-là. Est-ce que, du point de vue des acteurs, c'est inquiétant? Et est-ce que pour toi, on va vers un risque réel de, on va dire, détricotage finalement de la loi Hamon en lui enlevant la force de l'article 1 qui donnait les critères, on va dire, de structure pour renforcer l'article 2 de la loi qui, lui, ouvrait justement la question de l'utilité sociale. Est-ce que là, il y a un risque et éventuellement des pistes pour y résister peut-être? Ben oui, il y a clairement, si on parle de ce qui se passe actuellement, il y a clairement un double discours du secrétaire d'État à l'ESS, et on parle de la même chose, Sylvie, c'est marrant, lors de cette intervention à la COP des communs, en effet, le DIRCAB du secrétaire d'État à l'ESS a dit l'avenir de l'ESS est hors de l'ESS, ce qui était assez symptomatique de la vision macroniste de ce que peut être l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire, en gros, il faut que toutes les entreprises capitalistes deviennent plus responsables et l'avenir de l'ESS est là. Sauf que quand, en effet, on enlève à l'ESS sa dimension fondamentale, en effet, et historique, bah, ça n'a plus aucun sens et ils ont l'habitude de jouer avec les mots, mais là, c'est sûr que c'est un peu gros, tout en caressant dans le sens du poil toutes les organisations qui débutent une relation actuelle avec la nouvelle secrétaire d'État. Donc, il y a un avenir, en effet, comme le disait Sylvie, moi aussi, je crois beaucoup aux coopératives d'activité d'emploi sur le travail autonome. Enfin, le salariat subordonné a aussi comment dire, une certaine part de responsabilité aussi dans un certain contexte sur l'éloignement, en effet, du pouvoir. Enfin, c'est une forme de contrat qui a été bien pensé dans le cadre de la CAE pour permettre à des personnes qui aussi sont dans une recherche d'autonomie de pouvoir l'être. Pour ceux qui ne savent pas, c'est donc une protection sociale d'un côté, de l'autre une liberté décisionnelle de choisir en effet ses clients ou avec qui on a envie de rentrer en prestation. Et donc on contrôle entre guillemets sa propre rémunération. C'est
ce qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif. Il y a tout les SIC, et ça, on en parlera certainement, mais c'est vraiment aussi un avenir fondamental sur le lien entre l'ESS et la puissance publique. Le fait que des collectivités puissent rentrer au capital de coopératives et qu'il y ait un vrai pont qui se crée en effet entre coopératives et puissance publique, c'est fondamental. Il y a eu un très fort retard à l'allumage de l'ESS dans le numérique et dans la nouvelle économie. En fait, la start-up a récupéré un imaginaire fondamentalement sexy, attirant, dans une dimension en effet individuelle, le fait qu'on allait par son travail réussir à renverser des industries entières. Et ça, comment combattre cet imaginaire-là? Enfin, c'est sûr que c'était pendant une vingtaine d'années un imaginaire absolu. Alors, on est en train d'y revenir, ce qui est vachement intéressant, mais maintenant, c'est notre responsabilité de présenter de nouveaux imaginaires. Et donc, il y a l'augmentation de la conscience écologique, il y a un sentiment, en effet, d'injustice qui se développe fortement. Et donc, comment on arrive aussi à l'ESS à capitaliser sur cet imaginaire qui se crée pour pousser aussi des options démocratiques et non lucratives sur les modes organisationnels qu'on a envie de mener. Et moi, je trouve qu'il y a depuis un certain nombre d'années beaucoup de jeunes, en effet, qui se basent sur la philosophie des communs et la méthodologie des communs pour repenser aussi son action autour de l'économie sociale et solidaire. Et les communs, vraiment, sur une dimension de communauté de personnes qui veulent créer et maintenir des ressources collectivement, sans forcément être en réparation sociale, mais en se disant que quand on intègre des gens dans des organisations ouvertes, de fait, on crée de l'intégration sociale, et donc on arrive mieux à vivre ensemble, on fait ensemble, on vit ensemble, et donc c'est peut-être ça aussi un des sillons que peut tracer l'ESS dans le futur sur la création de ressources partagées qui permettent de créer une société plus inclusive. Alors, moi, j'ai entendu les mots bataille, lutte, imaginaire, et c'est vrai que sur cette question d'imaginaire, Sylvie, tu disais qu'il y avait du déjà là communiste, et on sait que le communisme est une forme puissante d'imaginaire qui contribue à créer. Et tu as participé à coordonner, si tu m'arrêtes si je me trompe, un ouvrage qui s'appelle le Manifeste donc pour une conception communiste de l'ESS. Je t'invite à le remontrer après quand tu prendras la parole, parce que ne sont à l'écran que ceux qui parlent, donc les gens ne le verront pas, mais tu pourras le remontrer à ce moment-là. Et donc vous expliquez, vous essayez de détailler en quoi justement dans l'ESS il y a du déjà là communiste, et vous le disiez tout à l'heure. Alors peut-être essayer d'aller un peu plus loin, de nous détailler, de nous expliciter ce déjà-là communiste qui peut aussi contribuer à cette bataille des imaginaires dont Aurélien parlait. Ben, c'est tout l'objet du livre. Hein. Alors, je le remontre, achetez-le. Je ne sais pas si on le voit bien à l'endroit, parce que moi, je le vois à l'envers, bien sûr. On le voit très bien. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse parler… Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans la loi, il y a aussi un élément important qui s'appelle la révision coopérative et qui, si elle est mise en œuvre, peut permettre de resserrer l'ESS sur son identité initiale. Je pense par exemple aux banques coopératives qui ont de très gros défauts, mais qui ont aussi quelques qualités. Et la révision coopérative peut aider les coopérateurs, bien qu'ils soient vraiment très éloignés des décisions, hein, puisqu'ils n'interviennent qu'au moment des assemblées générales et sans vraiment pouvoir prendre la parole. Mais la révision coopérative peut être un élément intéressant pour que les coopératives, notamment, puissent en permanence revisiter leurs valeurs et se remettre dans les clous, si je peux parler ainsi. Il y a aussi une chose dont j'aimerais bien parler, c'est les relations entre l'ESS et les services publics. Ça me paraît extrêmement important de pouvoir en parler. Je pense que tu nous poseras la question pour qu'on puisse en parler. Mais je voudrais donner tout simplement pour montrer en quoi l'ESS peut être présenté pour une partie de l'ESS, bien sûr, et pour une partie de ses activités comme un communisme déjà là.
D'abord parce que le communisme, c'est le fait de… je ne vais pas le dire parce que je n'arriverai pas à le dire maintenant, mais en tout cas, dans un livre qui avait été publié en 2013 par Alain Obadia et Louise Gaxi, qui s'appelait « Nous avons le choix », eh bien, il disait qu'il y avait 5 concepts que moi j'ai totalement retrouvés dans les structures, dans certaines structures de l'ESS. Je vais les énumérer, c'est un tout petit peu long, mais ça mérite à mon avis d'être énuméré. D'abord, le progrès humain comme finalité, donc les conditions d'existence, la qualité de vie, le vivre ensemble. La démocratie comme matrice, je ne développerai pas. La durabilité comme logique, on voit bien comment aujourd'hui c'est dans l'ESS qu'on trouve le plus de sens donné au développement durable et à la protection de l'environnement. La coopération comme démarche, et puis l'appropriation populaire comme dynamique, qui, rappelez-vous, était par exemple l'une des fortes revendications des Gilets jaunes. Eh bien, on trouve tout ça dans l'ESS. Et donc, c'est là, pour moi, le cœur de ce qu'on peut appeler du communisme déjà là. Si on prend les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, que Aurélien connaît mieux que moi, parce qu'il les a pratiquées de l'intérieur, même si je m'y intéresse beaucoup. Notamment, j'avais lu avec beaucoup de plaisir, et vous pouvez toujours le trouver dans les notes de la Fondation Gabriel Péri, c'est l'ouvrage de Jean Huette sur l'eau, la gestion de l'eau. Il prenait comme hypothèse de créer des cycles de l'eau, et ça m'avait paru vraiment très, très intéressant. Eh bien, je vais prendre un exemple. Alors, les SIC, bon, c'est des sociétés dans lesquelles il peut y avoir les collectivités, comme l'a dit déjà Aurélien. Je prends ce qui se passe aujourd'hui avec Sanofi. En passant, vous avez vu que le Téléthon, c'est 80 millions d'euros donnés par des donateurs plutôt classe moyenne, voire très modestes. 80 millions. Et à côté de ça, vous avez Sanofi qui offre 4 milliards d'euros à ses actionnaires et qui accorde 100 millions d'euros aux hôpitaux. Et puis, ils auront les impôts déduits là-dessus. Et donc, on parle beaucoup au Parti communiste d'un pôle public, et notamment d'un pôle public du médicament. Alors, moi, je m'interroge sur qu'est-ce qu'on mettra dans ce pôle public, comment ça va fonctionner, mais en tout cas, je me dis que Sanofi pourrait faire une très belle société coopérative d'intérêt collectif, dans laquelle il y aurait évidemment les salariés, mais il y aurait aussi les familles, les associations de malades, les familles de malades, les collectivités territoriales ou les collectivités, la puissance publique, disons, qui a évidemment son mot à dire, de manière à ce que les médicaments, le choix qui est fait de production, ce ne soit pas fait en fonction du profit, mais en fonction de leur utilité sociale. Je prends par exemple les maladies orphelines ou les maladies de l'Afrique qui n'intéressent pas les pharmaciens parce que ce n'est pas solvable. Eh bien là, par exemple, on pourrait décider que ça fait partie de la solidarité de les produire. Voilà une belle SIC. On pourrait en citer une autre qui pourrait être belle. C'est mon imaginaire. On est tous très près, enfin vous êtes très près de l'aéroport de Paris. Il a été question de le privatiser. Bon, il y a eu quand même un mouvement important. Eh bien, moi, je trouve que l'ADP pourrait être une très belle SIC aussi, parce qu'il y a évidemment les usagers, les salariés de l'aéroport, toutes les boîtes qui travaillent sur cet aéroport et les collectivités riveraines. Et donc, ça pourrait faire, voilà, elle pourrait travailler comme une SIC. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'évidemment, il y a des intérêts contradictoires, mais ça fait partie aussi du communisme que de tâcher de résoudre les contradictions par du débat et de la démocratie. Alors justement, effectivement, Sylvie, tu as embrayé sur le sujet des SIC sur lequel je voulais qu'on arrive, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans une analyse où on a d'un côté une articulation entre privé-public, entre le marché et l'État,
Et là, on voit bien qu'avec avec la question des coopératives ou la question des communs aussi, qui est tout à fait liée et dont Aurélien parlait, on arrive, et peut-être la loi Hamon d'ailleurs l'a légitimé, sur une possibilité d'une troisième voie, sur quelque chose qui serait postulé d'une troisième voie possible. Et notamment les sociétés coopératives d'intérêt collectif, précisément en ce qu'elles permettent une entrée au sociétariat de la puissance publique d'un côté, de coopérateurs, associations et de partenaires privés, elle tend à définir justement quelque chose qui serait de l'ordre d'un intérêt collectif à mi-chemin entre l'intérêt proprement particulier et puis l'intérêt général, avec des principes de gouvernance démocratique, avec un certain nombre de principes comme ça. Cette notion de troisième voie, du coup, est-ce qu'elle est opérante? Est-ce qu'elle est intéressante pour une alternative au système? Et j'ai envie, alors là, Aurélien, parce qu'effectivement, tu es particulièrement impliqué en tant qu'ancien délégué des SIC à la Confédération Générale des SCOP, en tant que mandataire de plusieurs SIC, cofondateur d'une SIC et actuellement mandataire aussi et animateur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça, de cette troisième voie coopérative? Je peux en dire plein de choses, mais il faudra que je me calme un peu. Non, en tout cas, il faut repartir aussi de… Moi, je trouve que c'est intéressant d'analyser l'émergence de la philosophie des communs, puisque dans l'histoire, en effet, on ne va pas revenir sur l'émergence forte du néolibéralisme et la contre-révolution au néolibéralisme. Ça a été aussi beaucoup dans l'analyse, en effet, de la tragédie des communs et le fait de mettre une bonne fois pour toutes de côté cette idée que quand on rassemblait des ressources, qu'il y avait forcément quelqu'un qui allait épuiser cette ressource, qui allait abuser de cette ressource. Et Elinor Ostrom, donc la première prix Nobel féminine d'économie, a justement prouvé que c'était faux en grande partie, enfin même dans tous les exemples qu'elle avait analysés, pour montrer qu'en fait les collectifs n'avaient pas forcément besoin de régulation pour pouvoir en effet organiser des choses ensemble, qu'ils étaient en capacité de s'autonomiser, de se responsabiliser et que ça permettait aussi de sortir de cette individualisation de l'intérêt individuel ou catégoriel et qu'on pouvait réussir à faire des belles organisations collectives. Donc c'est un peu une suite méthodologique et historique à l'ESS, et ça a théorisé cette idée. Moi, je reviens toujours à ça parce que c'est fondamental. C'est qu'il y a l'individu, il y a les collectifs et il y a l'État, et une société, une bonne société, on l'organise en trouvant la bonne proportion entre ces trois parties de notre tout. C'est peut-être plus complexe que ça, mais j'y reviens constamment, puisque Elinor Ostrom a vraiment théorisé cette idée de la décentralisation de l'autorité, de l'ouverture des organisations et du lien qu'il peut y avoir entre l'individu, les collectifs et cette puissance publique. Donc les SIC en fait viennent de là, de cette idée-là, qu'en effet, c'était intéressant d'ouvrir des organisations collectives à des catégories d'intérêts qui sont différentes. Il y avait les SCOP qui étaient des coopératives de travailleurs. Il y avait tout un mouvement qui existe toujours de coopératives de consommateurs. Il y a des entreprises publiques, des entreprises mixtes. Comment on arrive à trouver un système qui permette à tout le monde de rentrer dans une organisation? Et Sylvie parlait en effet de cette complexité. Pour l'avoir vécu avec 66 associés, c'est pas de la tarte et on fait des belles nuits blanches. Mais en tout cas, c'est exactement ça. C'est le débat et le politique qui revient dans une organisation économique et sociale. On a du débat. On est obligé de prendre en compte les intérêts des travailleurs, des usagers, du territoire, des partenaires et de l'ensemble des personnes qui veulent que ce commun puisse exister, perdurer et se développer, pourquoi pas. Et en ça, en fait, c'est fondamental. Il y a un autre point, en effet, sur la puissance publique qui est intéressant, c'est sa position en tant qu'investisseur potentiellement, parce qu'on parle aussi du fait de devenir associé. Donc, on met du capital et c'est aussi autre chose que la subvention. Et c'est intéressant pour consolider les structures de l'ESS par rapport aux fonds propres. Et les collectivités restent minoritaires. Elles sont minoritaires en décision. Donc, la posture de la puissance publique, et ça, Johan, on en a pas mal parlé, on a pas mal travaillé sur le sujet ensemble,
la collectivité devient facilitatrice d'une dynamique collective. Et donc, elle se positionne, non pas en tant que contrôleur, mais elle se positionne comme étant facilitateur d'une dynamique collective. Et ça fait un changement de posture qui est très intéressant. Ça ne veut pas dire forcément moins d'État, ça veut dire mieux d'État en lien avec les citoyens qui sont eux-mêmes en capacité, et la puissance publique favorise ça, de s'organiser, de s'autonomiser et de se responsabiliser. Un autre point qui est clé, c'est l'utilité sociale qui est envisagée en effet au-delà de l'intérêt collectif. On est obligé d'avoir une utilité sociale, c'est dans le préambule des statuts des SIC, et ça a été un grand débat au moment en effet où il fallait le redéfinir avec l'entrepreneuriat social qui se disait être le garant de l'utilité sociale par le public ou les territoires défavorisés. C'est un point clé qu'on a mis en avant, c'est comment aussi ces organisations produisent des externalités. Elles ne restent pas tournées vers elles-mêmes, comme parfois c'est une critique des scopes, qui sont pour certaines très productivistes et très fermées, puisqu'on capte de la valeur par le travail et on n'en redélivre pas forcément par ailleurs. Là, en effet, il y a cet enjeu de produire aussi des externalités. Et en ça, c'est l'utilité sociale un peu, à mon sens, des prochaines générations. Et j'en arrête là. Merci Aurélien. Et du coup, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais sur les SIC et sur le lien aux collectivités, à la puissance publique, je vais vous poser à tous les deux une question un peu provoque, mais on entend souvent, et tu viens de parler du rôle de la puissance publique et du changement un peu de posture qu'elle nécessite, mais on entend souvent aussi la critique inverse, c'est-à-dire que finalement l'ESS, c'est une économie qui dépend de l'argent public, qui dépend de la puissance publique. C'est une économie qui est, j'allais dire, un peu comme les gens au RSA. C'est une économie qui est dépendante. Vous êtes dépendant de la puissance publique. Je fais exprès de poser cette question-là parce que c'est aussi un argument qu'on entend très souvent. En réalité, l'ESS ne sera jamais une alternative crédible parce qu'elle reste dépendante des aides. C'est une économie sous perfusion, on entend cette expression-là, même médiatiquement. Voilà, Sylvie, et puis après Aurélien, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça sur l'idée que c'est une économie sous perfusion, une économie dépendante? Ben, ça me fait bien rire parce que quand on voit tout ce qui est donné par l'État aux sociétés capitalistes actuellement dans notre pays. On n'a plus l'impôt sur la fortune, on a créé le CICE, là on est en train de donner et de redonner dans le cadre du Covid beaucoup de milliards aux entreprises privées et plus aux entreprises privées qu'aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Les entreprises de l'économie sociale que l'on subventionne, c'est par exemple celles qui s'occupent des personnes âgées, des personnes en difficulté, des handicapés. On leur donne des allocations, mais que l'on donne à toutes ces personnes, sauf que là, ça passe par une entreprise comme par exemple l'ADMR, l'association qui dans les campagnes s'occupe des personnes âgées, avec des personnes souvent insuffisamment formées d'ailleurs et très sous-payées parce que l'allocation que donnent les départements est bien trop insuffisante. Si on considère que l'insertion par l'activité économique, c'est de la subvention et de la charité, moi je veux bien. Mais effectivement, dans l'économie sociale, il y a une partie de l'économie sociale qui finalement remplace l'État. Et il est normal, dans la mesure où elle remplace l'État, il n'est pas normal qu'elle remplace l'État, mais dans le fait qu'elle remplace l'État, eh bien, il est normal qu'elle soit subventionnée. Sinon, les personnes n'ont pas d'activité. Donc, dans cette affaire de l'insertion, l'activité par l'insertion économique, c'est normal. Est-ce qu'il est normal que dans les hôpitaux associatifs ou dans les maisons de retraite associatives, il n'y ait pas des subventions, les allocations qui sont normalement données à tous ceux qui s'occupent, privés ou publics,
de ces personnes. Donc, je crois que ce n'est pas l'ESS qui est la plus subventionnée, c'est le capitalisme privé. Enfin, le capitalisme, il est aujourd'hui extrêmement subventionné. Et d'ailleurs, il réclame d'être autonome, mais il socialise les pertes et ne garde que les profits. Et quand il socialise les pertes, ça veut dire qu'ils sont subventionnés lorsqu'ils perdent de l'argent. Aurélien, une réaction? Oui, non, mais j'aurais à peu près la même, mais en tout cas, ça questionne aussi la notion de la valeur. On est dans un système, en effet, où on a une comptabilité une comptabilité économique, et il y a beaucoup de personnes qui pensent depuis quelque temps, en effet, d'autres systèmes de comptabilité. Et c'est un véritable enjeu, en effet, le fait de comptabiliser la valeur sociale, écologique qu'on produit. Si on avait d'autres indicateurs, en effet, dans notre comptabilité nationale et des entreprises, on pourrait en effet valoriser d'autant plus facilement cette production-là. Donc, c'était aussi dans ce sens-là, les notions d'études d'impact, etc. C'était aussi de s'intéresser à concrètement qu'est-ce qu'on produisait concrètement en valeur sociale et écologique. Donc, ça a un intérêt. Mais maintenant, il faut dépasser ça aussi et potentiellement l'intégrer dans une autre vision du calcul, en effet, de la richesse produite. Tant qu'on n'aura pas ça, en effet, on aura toujours du mal à légitimer cette économie si on la met toujours seulement sous l'angle financier. Si je peux réagir, Oui, je dirais tout à l'heure, Aurélien a parlé du fait que les SIC produisaient des externalités. Eh bien, les SIC produisent des externalités positives, alors que, par exemple, les transporteurs camions produisent des externalités négatives. On voit bien comment le capitalisme pollue la planète, et là, c'est une forme de subvention aussi. Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est mis en question, cette question et de la valeur et d'une autre forme d'appréhension, une autre manière d'appréhender ces questions qui ne soient pas uniquement d'un ordre marchand, comptable, économique sous cet angle-là. Et il me semble qu'il y a aussi un autre sujet qui est touché, Aurélien et puis Sylvie, vous en avez parlé un peu plus tôt, c'est sur la question du travail. On sait que le communisme questionne beaucoup cette question de la subordination, du rapport du salariat, du rapport d'exploitation dans le travail. Et effectivement, Aurélien, ce que tu disais tout à l'heure sur l'ESS aussi, par ses structures, par son principe démocratique, parce qu'elle ouvre comme autre manière de considérer de la valeur, etc., questionne et le travail. Et c'est le cas notamment, je pense, au CAE, dont Sylvie parlait un peu plus tôt, les coopératives d'activité et d'emploi, au travail salarié. Est-ce que là, on a un outil quelque part qui nous permettrait peut-être, pour revenir à la question initiale, de dépasser le système tel qu'il est aujourd'hui, de re-questionner le travail lui-même et d'effectuer une forme de révolution un peu conceptuelle et systémique sur ce sujet-là. Peut-être Aurélien, et puis après Sylvie, si tu veux réagir. Vas-y, Aurélien. Oui, en effet, c'est un des gros sujets du coopérativisme depuis le début. Comment, en effet, on repense des cadres d'émancipation individuelle dans le cadre du travail. Et c'est vrai que l'ESS est assez critiqué aussi depuis quelques temps sur sa capacité à générer du mal-être, puisqu'il y a beaucoup d'études autour de ça, où on a quelques explications, mais par le fait qu'en effet, il y ait moins d'argent, qu'il y ait souvent peu de reconnaissance ou des fausses promesses aussi de partage du pouvoir et d'égalité. Sylvie en parlait sur les banques, sur les mutuelles, sur les grosses organisations. Le fait en effet qu'on ait trop d'engagement. Donc il y a eu aussi depuis 20 ans une profonde réflexion sur comment repenser après les scopes et le projet des scopes qui était fondamental pour partager le pouvoir et la valeur, comment on pouvait aussi repenser des cadres de protection collective qui nous enlevaient d'une forme de subordination qui est imposée dans la loi par le contrat de travail, le contrat de travail salarié. Et l'expérience des coopératives d'activité et d'emploi est assez
fondamentale par cette idée d'organisation collective qui laisse la liberté, en effet, de travailler ou pas et d'avoir une répartition, en effet, au sein d'une structure collective qui mutualise des coûts et qui permet de gérer son administratif, d'avoir une vie coopérative et donc une vie collective intéressante, tout en ayant accès à la protection sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on est un citoyen quand on a un CDI. Le fait d'être indépendant, d'être artisan, parfois commerçant, ça crée aussi, ça génère beaucoup d'insécurité. Et donc, comment on arrive à recréer en effet des cadres de sécurité en bénéficiant de quand même cette belle invention qu'est la protection sociale, tout en enlevant la problématique de la subordination au travail. Et pour ça, je prends un exemple assez clé parce qu'il allie CAE et SIC, et j'ai vu, Sylvie, que vous en parliez dans le manifeste que vous avez publié, c'est GRAP, qui, dans l'alimentaire, et c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, révolutionne vraiment la façon de penser la distribution et la production alimentaire avec une coopérative qui mutualise donc des boutiques et de la production un peu à droite à gauche en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un système de coopérative d'activité et d'emploi dans lequel les travailleurs sont autonomes et peuvent travailler plus ou moins dans telle ou telle organisation au sein de cette coopérative. Et donc, ça crée vraiment quelque chose de très intéressant, un outil de travail collectif et une liberté de travail aussi au sein de cet écosystème-là. Donc, il y a plein de révolutions en cours. Je ne parle pas de tous les autres qu'il y a dans le numérique, avec les outils numériques partagés qui deviennent de plus en plus coopératifs, et c'est vraiment heureux. Et je n'ai pas parlé non plus des tiers-lieux, ce qui est assez étonnant. Je n'ai pas parlé non plus de la réappropriation de la matière et de la fabrication dans les Fab Labs, dans les makerspaces, en tout cas dans les espaces artisanaux, où il y a tout un mouvement actuellement pour c'est un sujet fondamentalement politique, se réapproprier l'acte de faire politique, mais aussi l'acte de faire artisanal. Et en ça, un certain nombre d'espaces en France poussent fortement pour cette nouvelle vision du travail. Merci Aurélien. Sylvie, peut-être tu veux réagir. Peut-être pour quelque part rendre hommage aux travaux de recherche de la manufacture coopérative. Parce que justement, ça part des CAE, justement. Ça part de Copanam, d'Oxalis, d'une université. Ils sont tout à la fois très heureux de ce qu'ils font et en même temps persuadés que ce n'est pas encore la panacée. Et ils travaillent sur le travail, sur les travailleurs, qu'est-ce qu'ils deviennent, est-ce qu'on est au bout des choses ou est-ce qu'il n'y a pas à inventer justement de nouvelles pratiques qui permettent aux travailleurs d'être encore plus émancipés qu'ils ne peuvent être dans les SCOP ou dans les CAE. Et d'ailleurs, je me demande s'il ne faut pas relier ça à une réflexion, à la réflexion de Bernard Friot, parce que, bon, c'est très contesté en même temps, mais certains m'ont dit que c'était un charlatan. Je pense qu'à son époque, Marx était un charlatan, Galilée aussi. Et évidemment, dès qu'on innove, et c'est quand même l'un des rôles de l'économie sociale d'ailleurs, d'innover, de créer, d'être créatif. Et je trouve que les réflexions et les propositions de Bernard Friot, que je ne rejoins pas toutes, mais que je n'ai pas les capacités forcément à tout comprendre et à tout expliquer. Mais cela dit, on voit bien qu'il y a chez lui quelque chose à réfléchir dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Merci Sylvie. Alors je vois que le temps file, on est pile poil dans le timing, mais il nous reste peut-être, moi j'avais envie d'aborder avec vous peut-être encore deux petites questions qui ont déjà pu être abordées, mais que j'aimerais détailler avant de passer la main et de se donner rendez-vous en janvier. La première, c'est qu'au vu quand même de tout ce qu'on vient de se dire, on peut s'interroger sur les raisons qui expliquent, ou pas d'ailleurs, vous me direz, mais ce que moi j'ai pu identifier, ce que d'autres ont pu identifier comme une forme de méfiance ou de défiance ou un regard un peu parfois distant qu'on porte sur l'ESS. On entend souvent que l'ESS est réservé à un certain public, que c'est un peu
par les bobos pour les bobos, hein, en référence à par le peuple et pour le peuple. Et en même temps, on peut parfois légitimement se questionner sur la question du public touché, sur peut-être le manque d'élargissement, le manque de lien avec les classes populaires, ouvrières, avec les publics pauvres qui ont besoin et qui auraient peut-être le plus besoin finalement de cette ESS-là. Alors voilà, je voulais voir avec vous, peut-être aussi à travers des exemples que vous avez chacun d'entre vous pu expérimenter ou que vous pouvez expérimenter aujourd'hui. Pourquoi, y compris cette méfiance dans les mouvements politiques, dans les mouvements syndicaux, progressistes, écologistes, hein, est-ce que ça peut se légitimer, s'expliquer et comment on peut surtout peut-être le dépasser? Alors Aurélien et puis après Sylvie. Oui, alors je ne pense pas avoir l'explication absolue à ça. Par contre, peut-être quelques idées. Je pense, comme je disais, sur la vision en effet des communs. D'un côté, on a une société hyper individualisée et le mythe aussi de la mobilité sociale par la réussite individuelle au détriment des autres sur une dynamique de prédation. Et ce discours-là a été quand même très développé depuis je sais pas, hein, j'étais pas né, mais depuis 30-40 ans, j'imagine, depuis certaines élections, particulièrement aux États-Unis et en Angleterre. Mais en tout cas, aujourd'hui, en effet, il me semble qu'il y a donc la Startup Nation, en effet, qui revalorise constamment, en effet, cet enjeu individuel. Et de l'autre, des mouvements, en effet, de gauche qui ont peut-être un mythe très développé de l'État en tant que régulateur absolu, point central absolu, qui doit en effet nous permettre de trouver les jours heureux et c'est grâce à l'État qu'on va y arriver. Et donc, cette dynamique des communs professe que oui, c'est vrai, et qu'il faut aussi penser à l'individu, c'est fondamental, mais pensons un peu plus à cette fameuse troisième voie dont tu parlais, les communs, qui permet en effet de développer des collectifs dans des dynamiques d'égalité, de démocratie, de solidarité, et donc de repenser aussi la société à l'aune de ces collectifs-là. Par rapport au lien en effet aux classes populaires, je n'arrive pas trop à l'expliquer. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'ESS qui ont oublié la dimension d'éducation populaire de l'économie sociale et solidaire. Et moi-même, ayant été en gestion de coopérative, c'est aussi un impératif. C'est-à-dire quand on est maintenu un peu aussi dans une forme de précarité, qu'on est constamment dans une dynamique d'appel à projet, d'aller chercher l'argent, de créer des postes administratifs pour aller chercher l'argent, parfois, on est un petit peu mis dans une situation où en fait, on ne sert plus les publics. On est constamment dans un renouvellement du financement de l'année prochaine et on en oublie notre mission sociale. Et ça, je pense que les grosses structures sont beaucoup dans cette dynamique-là avec la bureaucratie qui a pu se développer dans certaines organisations. Donc, comment on retrouve ça clairement avec des dynamiques très territorialisées, de proximité, qui repensent à la méthodologie d'éducation populaire. Et juste pour que tu puisses parler un peu de tiers-lieux, Aurélien, est-ce que les tiers-lieux peuvent être une réponse ou en même temps, est-ce qu'ils ne risquent pas de reproduire, comme ils sont essentiellement des lieux de travail, peut-être un côté de repli sur soi et pas d'ouverture vers le public dont tu parlais avant? Ou bien est-ce que le tiers-lieu, c'est plus que ça et dans ce cas-là, est-ce que tu peux l'expliciter? On peut lui faire dire ce qu'on veut au tiers-lieu parce qu'en fait, personne ne sait vraiment trop le définir et ça fait 6 ans qu'on a des débats, mais comme sur le communisme, sur d'autres concepts un peu voilà, qui évoluent. En tout cas, les tiers-lieux, ça peut être des communautés de travail très fermées, clairement, avec un entre-soi exacerbé. Et beaucoup de tiers-lieux sont tombés dans ce panneau-là, en effet, et sont restés un peu dans cette idée-là. Mais fondamentalement, par des dynamiques coopératives, par l'idée de la communauté très ancrée sur son territoire, par cette proximité territoriale, par l'espace, tout simplement, parce qu'on habite l'espace. Nous, on parle d'espace, enfin, de lieu infini, sur l'idée que le lieu n'est jamais fini, donc on est constamment dans une construction collective, une construction sociale, et on est infini sur notre territoire, puisque l'enjeu, c'est que le tiers-lieu puisse diffuser aussi
cette démocratie sociale sur le territoire, et ben ça ne tient qu'aux personnes en effet en interne de réussir à s'ouvrir constamment et d'aller en effet sur des actions auprès de ces publics et les intégrer dans la gouvernance. Et on a des très très bons exemples, mais qui sont très marginaux en effet. Aujourd'hui, l'État commence à fortement s'intéresser aux tiers-lieux et ça fait peur forcément à beaucoup des amis des communs, puisque quand l'État arrive, c'est avec sa propre conception. Et dernièrement, l'État a reconnu, ils ne vous le diront pas en direct, mais une forme d'échec dans sa philosophie des tiers-lieux depuis 3-4 ans. C'est-à-dire qu'ils ont construit de nulle part des nouveaux espaces alors qu'il existait déjà 2000 tiers-lieux avec des personnes vraiment très impliquées et en innovation constante sur leur territoire, qui n'ont pas été financés, bien sûr. Donc là, maintenant, ils vont enfin faire appel à des réseaux de tiers-lieux pour enfin un peu aider les liens qui vont se faire entre les différents lieux, les coopérations, les partages de savoir et potentiellement la création de dispositifs aussi liés. Mais par contre, les tiers-lieux ne sont pas la réponse à tout. C'est une des réponses des communs pour relocaliser la valeur économique, sociale, culturelle, politique, etc. Et recréer des collectifs qui ont envie de s'ouvrir en effet sur leur territoire à toute catégorie de population. Sylvie, je t'en prie. Oui, pourquoi la méfiance? Il y a deux limites. La première, c'est l'histoire, avec le fait que le syndicat révolutionnaire et le parti révolutionnaire étaient opposés à l'autogestion. Il faut se rappeler de l'IP. L'IP, c'était le syndicat chrétien, les montres planquées dans les églises. Évidemment, ça n'était pas vraiment la tasse de thé de nos dirigeants nationaux de la CGT et voire du Parti communiste. Je crois qu'aujourd'hui, avec les SCOPTI, on a passé ça, on a dépassé ça et on arrive à avoir une ouverture plus grande, tout à la fois du parti politique et puis du syndicat d'un autre côté, une plus grande ouverture, une plus grande curiosité vis-à-vis de ces entreprises qui ne sont pas comme les autres et qui ne sont pas dirigées par un patron. De l'autre côté, alors, ça, c'est un côté, c'est l'autogestion. De l'autre côté, c'est le patronat. Le patronat est extrêmement méfiant et même assez opposé au fait que des entreprises soient dirigées par leurs salariés. Si on regarde ce qui se passe dans les chambres consulaires, ils ignorent totalement, lorsqu'un quelqu'un vient dire « je veux créer une entreprise », on ne propose jamais la forme coopérative. Jamais. J'en ai un certain nombre de témoignages. Donc, il y a les deux. Au moment de la loi de 2014, j'avais assisté à l'audition, le débat du CESE qui avait confié un rapport au président de la Confédération des SCOP. Et dans ce rapport, il y avait l'acceptation, alors ils n'appelaient pas ça droit de préemption, mais ils appelaient ça droit de préférence pour les salariés des entreprises qui voudraient acheter leur entreprise. Eh bien, ce rapport a été voté à l'unanimité, moins la CGPME et le MEDEF. C'est-à-dire que là, il y avait un niet total de la part des deux, alors que la CGPME départementale de l'Essonne, par exemple, nous disait « mais nous, ça nous irait très très bien parce qu'on a des difficultés à trouver des repreneurs. Et donc, on serait prêt, y compris à encourager nos salariés à reprendre leur entreprise. » Ce qui se passe d'ailleurs, hein, beaucoup de SCOP sont des reprises d'entreprises cédées par leur patron qui part en retraite et qui quelquefois reste 1 an ou 2 supplémentaires, y compris en tant que salarié, pour aider à cette reprise. Donc voilà, en ce qui concerne l'idée que c'est bobo, je pense que par exemple le système des AMAP, qui faisait qu'il fallait payer d'avance son panier de nourriture, n'a pas forcément aidé. Aujourd'hui, les AMAP se sont totalement popularisés, ont même trouvé des formes où on paye différemment en fonction de sa catégorie sociale. Et puis, il y a aussi d'autres formes
de magasins circuit court, etc., qui font que tout le monde peut y avoir accès et que c'est plutôt moins cher qu'ailleurs. Moi, j'ai eu une expérience, je suis membre du bureau de l'ASTS, qui est l'association Sciences, Technologies et Société. L'ASTS qui travaille beaucoup avec le Val-de-Marne, notamment, avec Paris, et nous avons 2 espaces publics numériques. Et ces espaces publics sont dans 2 quartiers populaires de Paris, sur la dalle du 13e arrondissement et aux Olympiades, et puis dans le 20e arrondissement. Et nous accueillons dans nos espaces des tas de gens qui ne savent pas se servir d'un outil informatique et dans lesquels aujourd'hui nous sommes même subventionnés par la CAF et par Pôle emploi parce que nous aidons à faire des CV, par exemple. Et là, on voit que, bien au contraire d'être pour les bourgeois ou pour les bobos, c'est vraiment des outils. On a un Fab Lab itinérant, on apprend aux gens à se servir des Fab Labs. Et on voit là qu'on a une population locale très intéressée par ce que nous faisons et qui adhère bien volontiers à notre activité. Donc, je finirai là-dessus. Un exemple associatif auquel je tiens beaucoup et qui fait aussi la promotion de la science vis-à-vis des lecteurs des médiathèques du Val-de-Marne et des enfants des écoles et des collèges du Val-de-Marne. Alors du coup, peut-être pour finir ce sujet et finir cette soirée, forcément, je suis obligé d'un peu vous poser la question, et ce sera la dernière, puisqu'on en a déjà pas mal parlé. Finalement, alors peut-être que le changement d'échelle n'est pas la bonne question à se poser, mais posons la question de l'élargissement plutôt que du changement d'échelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour que l'ESS entre beaucoup plus dans les usages, dans les pratiques, dans le quotidien de tous les gens, de tous les publics? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour convaincre, pour j'allais dire, travailler ces imaginaires, comme tu le disais, Aurélien, et effectivement, à la fois du point de vue des acteurs, des partis, des mouvements, et puis vous, Sylvie, qui est ancienne députée européenne, Aurélien, actuel élu aussi, du point de vue des élus locaux et donc des collectivités, on a, nous, le Parti communiste, on fait partie de majorité aussi de gauche, écologiste, transformatrice, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour que l'ESS se popularise, allez, pour employer ce terme. Et je passe la parole à Sylvie et puis Aurélien, et puis après on conclura si ça vous va. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes patientes qui nous ont écoutés et puis remercier la section d'Ivry qui a fait ce qu'il fallait ce soir pour répondre à ta question. C'est de l'éducation populaire. Plus il y aura de sections et de fédérations du Parti communiste qui prendront à bras-le-corps ces questions, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais plus il y en aura, et plus ça pourra se faire. Et c'est notre commission nationale économie sociale et solidaire du Parti communiste s'est attachée à cela, avec ce manifeste que je remontre là, et qui est en vente tout à la fois dans la librairie de l'Humanité, dans les kiosques et dans les librairies. Avec ce manifeste, avec le site que nous avons créé, ess-pcf.fr, avec notre 4 pages réguliers coopératifs. Malheureusement, aujourd'hui, l'Humanité a cessé de faire son 4 pages ESS. Tous ceux qui peuvent s'interroger auprès de la direction de l'UMA, parce que c'est pas bien de ne pas avoir continué. Alors, ils donnent des motifs économiques, mais je pense que ce n'est pas de bons motifs, parce que 4 pages par mois, c'est quand même pas la mer à boire. D'autant plus que nous avons proposé à l'Humanité de créer une équipe de militants pour faire de ce 4 pages un 4 pages militant, avec des correspondants locaux. Voilà, donc de l'éducation populaire, encore de l'éducation populaire. Et merci encore de m'avoir invité. Merci Sylvie. Aurélien?
Oui, bah, écoute, c'est une très bonne question. On se la pose tous sur. Il y a toujours cette constance, moi, qui m'énerve, c'est quand on se rend très fier de dire que l'ESS, c'est 10% du PIB et 12% des emplois. Enfin, je crois qu'en effet, si on veut être dans une dynamique transformatrice et se dire que ça doit être l'absolu de notre organisation économique et sociale, on ne peut pas du tout s'en satisfaire. Et donc, par rapport à ça, en effet, beaucoup de personnes ont compris que ça passait par le réenchantement des imaginaires et beaucoup de gens travaillent sur ces sujets-là. À mon avis, ça passe aussi beaucoup par la proximité. C'est-à-dire que ce que développent beaucoup les dynamiques de tiers-lieux, c'est cet enjeu que la coopération peut se faire à 100 mètres de chez soi. On peut apprendre à utiliser des outils démocratiques quotidiens, à s'émanciper dans un cadre collectif, pourquoi pas s'autonomiser par le travail dans un espace comme ça et dans une coopérative comme celle-là, avec différentes typologies d'activités. Et donc ça, à mon avis, c'est déjà la première étape, en effet, d'être très proche des personnes, d'être dans leur quotidien et de leur montrer qu'en fait, ce n'est pas juste de la réparation, c'est aussi un élément de leur quotidien, l'alimentation, l'habitat, l'énergie, le travail quotidien en termes de collectif. Et en fait, il y a déjà des dizaines et des dizaines de solutions dans chacune de ces filières. Quand j'étais à Célescope, je travaillais les filières et j'étais étonné de voir que dans chaque filière, en fait, il y avait la réponse. C'est juste qu'en effet, cette réponse doit être connue, et ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi là-dessus, sur le fait de montrer ce qui se passe sur tel ou tel territoire, parce que sinon, le risque, c'est en effet de dire, bah, tiens, elle est super cette asso ou cette coopérative, on va la développer en forme centralisée partout sur le territoire, et ça nous crée des mastodontes qui ne sont pas du tout l'essence de l'ESS. Donc, comment on arrive à montrer à des acteurs territoriaux qui peuvent aussi monter telle typologie de projet sur leur territoire, et après, créer de la subsidiarité, donc créer des échelles, en effet, de mutualisation qui deviendront pertinentes. Pour conclure, puisque c'est aussi pour parler des tiers-lieux, il y a une phrase que j'utilise souvent dans les tiers-lieux qui est du sociologue qui a un peu théorisé ça. C'est l'essence des tiers-lieux, c'est le fait que la vie sans communauté a produit pour beaucoup un mode de vie consistant principalement à faire la navette entre le domicile et le lieu de travail. Or, le bien-être social et la santé psychique des individus dépendent de la vie en communauté. Et ça, je crois que c'est fondamental de rentrer dans des communautés pour favoriser des dynamiques collectives qui vont de fait favoriser l'intérêt général. Eh ben, merci à vous pour ces belles conclusions. Alors, conclusion, évidemment, on n'a pas épuisé le sujet, mais c'est un sujet inépuisable, puisqu'aussi en constant questionnement et en constante évolution. Mais effectivement, je crois que c'est très important d'en parler, de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire du travail politique en commun et pas de seriner de grandes leçons pour que les gens les apprennent, mais bien de travailler ensemble ces questions-là et de les populariser. Je vous remercie d'avoir participé effectivement à cette soirée Ivry Actu qui reviendra le 5 janvier avec un autre sujet, peut-être d'ailleurs l'éducation populaire. Sylvie Mayer, vous avez peut-être donné un nouveau sujet. Non, mais c'est pas du tout pour influencer qui que ce soit. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier beaucoup encore. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur les chemins de l'ESS. Dans les différents, dans les manifestations, dans les colloques, dans les séminaires, dans les tiers-lieux, dans les Fab Labs et auprès des les coopératives alimentaires et voilà, et qu'on pourra partager plus largement, bien plus largement, pour peut-être que on connaisse ce jour d'après le plus rapidement possible. Merci à vous. J'ai envie de vous dire bonne soirée et à bientôt. Merci, Yoann. Au revoir. Merci, Ivry. Merci à vous. À bientôt.